Bonjour chers téléspectateurs de Téléécole et bienvenue à ce deuxième numéro de Lire et Écrire sur votre télévision 100% éducation, la télévision des élèves et étudiants. Aujourd'hui, on va voyager dans ce monde littéraire avec l'enfant noir de Kamara Laye. Et sans plus tarder, je vais vous présenter ma chroniqueuse du jour, Seynabou. Seynabou, bonjour. Bonjour Dado. Nous avons l'honneur aussi d'accueillir deux étudiants comme invités. Bonjour Sidi. Bonjour Dado. Et aussi nous avons Mohamed. Bonjour Mohamed. Bonjour à vous. Alors, vous pouvez vous présenter Sidi? Alors, merci à toi Dado. Je m'appelle Mam Sidi Seck, comme tu m'as présenté tout à l'heure. Je suis étudiant en deuxième année à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, UCAO, juriste de formation. Je suis aussi apprenti écrivain. Je manie un peu les écritures, je joue avec les mots et j'ai eu à créer, à concocter deux nouvelles pour le moment et des romans qui vont sortir dans 2 mois. Alors, merci Sidi. Alors Mohamed, bonjour Mohamed. Bonjour Dado. Je m'appelle Mohamed Sow et je suis étudiant au département de lettres modernes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Comme je l'avais tantôt annoncé, aujourd'hui on va parler de Kamara Laye, l'enfant noir. J'ai deux invités qui vont nous parler des thèmes qui sont évoqués dans le livre et un peu des passages qui les ont marqués. Maintenant, pouvez-vous me dire quels sont les thèmes évoqués dans le roman ou bien quels sont les passages qui vous ont marqué dans le livre? On va commencer par Mohamed. D'abord, il y a le thème de l'enfance qui m'a bien plu. Parce que, comme le dit Nietzsche, l'enfant est le père de l'homme. De ce fait, ce qu'a été Kamara Laye durant sa vie adulte, c'est principalement influencé de son enfance. Également, il y a la dimension du noir, le titre, l'enfant noir. Il y a également cette réminiscence, cette nostalgie du paradis perdu de l'Afrique d'antan. Merci Mohamed. Et Sidi, vous en dites quoi? Alors, l'œuvre intitulée L'enfant noir de Kamara Laye fait partie des romans qui m'ont vraiment plus marqué de par leur africanité. Au long des pages, Kamara Laye nous dessine carrément le visage de l'Afrique par tous ses aspects. Premièrement, ce qui m'a plus marqué, c'est les valeurs qu'on a incarnées dans l'œuvre. Par exemple, l'hospitalité. Là où le père était vraiment prodigue à un point, leur maison était, disons, la maison d'où les gens se ralliaient aux heures du repas. Et il y a une phrase qui m'a vraiment désopilé carrément, là où sa mère disait « Kamara Laye, mets-toi ici et mange. Ton père est vraiment fou. » Parce que son père était tellement généreux qu'il partageait presque tout le repas avec les autres, à un point qu'il se compromettait et qu'il compromettait aussi sa famille. Vous avez évoqué des thèmes qui vont être l'œuvre de notre débat aujourd'hui, mais avant tout, il va falloir que Seynabou nous parle un peu du roman. Seynabou, on vous écoute. Alors Dado, c'est aujourd'hui avec plaisir que je vais parler de l'enfant noir, Kamara Laye. Et je vais aussi avant tout parler des conditions dans lesquelles Kamara Laye a écrit ce livre. Parce qu'il est parti étudier en France dans les années 50 et il a eu à porter un regard nostalgique sur son enfance et ce qui lui a permis de poursuivre ses études justement en France. Alors qu'il a grandi à Kouroussa et à Tindikan, le village de sa grand-mère. Alors, Kamara Laye a un père orfèvre, forgeron, une mère qui a été réputée pour ses dons de clairvoyance, qui lui viennent de sa position de puîner des jumeaux et aussi du totem familial, le crocodile. Alors, c'est lors de ses études supérieures qu'il écrit ce roman d'une initiation africaine dans ce continent qui est encore sous l'emprise colonialiste, mais ce cas qu'il n'aborde pratiquement pas. Et est-ce que mes invités sont du même avis que toi? Est-ce que Kamara Laye n'évoque pas le fait colonial? Kamara Laye ne peut pas écrire en ces années 50 sur l'Afrique tout en omettant le colonialisme. Mais à rebours des autres contestataires qui attaquent directement la France, Kamara Laye a choisi véritablement de présenter l'Afrique dans toute sa civilisation, dans toute sa virginité hors colonialisme. L'hospitalité, la convivialité, tels les thèmes abordés par Kamara Laye. Alors, Sidi, vous en dites quoi? J'ai eu
en a parlé tout à l'heure. On a eu à parler de l'hospitalité qui est une valeur fondamentale en Afrique. L'hospitalité renvoie au teranga. Par exemple, ce que l'auteur a eu à citer dans son roman, il a dit que son papa était vraiment prodigal à telle enseigne qu'il partageait presque toute sa nourriture avec la population, avec les villageois. Et sa maison était vraiment la rencontre aux heures du repas. Et aussi, un autre aspect par rapport à l'hospitalité, sa maman considérait les apprentis comme ses propres enfants, à un point que Camara Laye n'arrivait pas à faire la distinction. Et d'autres valeurs que sa mère a eu à lui inculquer, c'est-à-dire au moment du repas, le cadet n'a pas du tout droit de regarder ses aînés et il n'a pas du tout droit aussi, quand il y a un morceau, par exemple, au milieu du repas, il ne doit pas s'en procurer, il doit attendre. Je pense que c'est des valeurs importantes que l'enfant doit avoir. Donc, peut-on dire que toutes ces valeurs existent dans nos sociétés actuelles? Oui et non. Et non. Parce que Camara Laye parle fondamentalement d'une société africaine. Alors qu'actuellement, nous sommes dans une société de mondialisation. Métissée aussi. Voilà, très métissée. Trop même. Il y a le lait qui domine le café. S'il y a toujours ces valeurs, c'est peut-être dans des familles traditionnelles. Par exemple, actuellement, lorsqu'il y a un repas, le jeune te dira que le poisson, moi j'en ai plus besoin parce qu'il y a des vitamines. Oui, exactement. Alors vous en dites quoi? Est-ce que ces valeurs existent? Oui, je rejoins mon frère quand il dit que c'est vraiment mitigé parce qu'il y a toujours des familles traditionnelles qui gardent toujours ces valeurs. Mais vu qu'il y a la mondialisation, maintenant on nous met à l'esprit que voilà, il faut qu'on économise un peu le repas pour un certain nombre de personnes déterminées. On ne fait pas une grande quantité pour... On ne gère même pas les imprévus. Oui, c'est-à-dire qu'on a tendance à abandonner certaines valeurs qui sont vraiment importantes. Le fait d'être entré en contact avec l'Occident. C'est surtout méconnaître les valeurs. Parce que lorsqu'on dit que voilà, l'enfant ne doit pas véritablement s'approprier ce qui est au milieu du bol, c'est un peu pour inculquer une valeur de suffisance. Parce que celui-là qui se met dans la tête qu'il peut se suffire à ce qu'il a devant lui, il peut se suffire à tout ce qu'il a dans la vie. Donc, dans ce cadre, il y a la corruption et le vol qui est d'ores et déjà combattu. Et même aussi, on remarque que les moments de repas étaient vraiment en Afrique un moment de partage, de réunion. Mais maintenant, nous n'avons plus ces moments-là. Parce que tout le monde a tendance à prendre des assiettes à manger. On s'est tellement occidentalisé que nous ne voulons plus de ce partage-là. À l'heure du repas, il y a 2 ou 3 personnes qui vont manger. Le reste, ils vont manger après. Peut-être aussi à cause des charges, mais... Ce sont des valeurs qui ont tendance à se perdre dans nos sociétés. Et qu'est-ce que Camara Laye a vraiment voulu montrer à l'Occident à travers ces exemples, à travers cette éducation à peu près stricte que leur donnaient leurs parents, à travers ces civilités de la société africaine? Qu'est-ce qu'il voulait montrer? Vous savez, la colonisation s'est donnée pour devise de civiliser l'Afrique, de civiliser le noir, une mission civilisatrice, quasi religieuse, voire une mission de rédemption. Or, Camara Laye a voulu montrer à l'Afrique, à l'Europe, que même si l'Occident a une civilisation, certes, l'Afrique aussi a également sa civilisation, a également ses coutumes, a également sa culture, fondamentalement une culture propre à l'Afrique et qui permet à l'homme tout son accomplissement. Je pense que oui, il a voulu montrer que nous avons une civilisation et une civilisation vraiment extraordinaire et une civilisation qui revêt des principes vraiment posés. Par rapport à tout ce qu'on a eu à citer, par rapport à l'hospitalité et tout ça, il a voulu montrer que, avant, que les Blancs ne doivent vraiment pas prétendre que nous n'avions pas de civilisation. Même s'il l'a dit de manière vraiment indirecte, il a su montrer que voilà, nous avons une civilisation et que la prétention des Blancs n'était pas vraiment posée, n'était pas vraiment cohérente. Nous sommes toujours dans ces valeurs de civilité
en Afrique. Alors, Seynabou, vous en dites? Donc, d'ailleurs, l'enfant noir nous fait la description de son milieu immédiat, l'atelier de son père, qui est pour lui un lieu de fascination, tellement le travail de l'or et l'émerveiller en fait, et aussi de la véranda attenante sous laquelle il jouait lorsqu'il rencontra pour la première fois un serpent. Le serpent aussi qui revêt quand même une importance capitale dans l'œuvre de Camara Laye, parce que c'est le totem de leur famille. Le petit serpent noir d'une noirceur éclatante qui prévenait tout le temps son père lorsqu'il y avait une tâche importante à accomplir et qui assistait à ce travail. Ces aspects mystérieux qui représentent vraiment l'Afrique sont évoqués, comme le serpent. Que représente ce serpent dans ce livre? Vous savez, dans toute société, il y a un mythe fondateur. Et dans l'œuvre de Camara Laye, il y a beaucoup de choses qui disent plus qu'ils n'en disent. C'est-à-dire il y a des passages suggestifs qui ne nomment pas mais qui suggèrent. Le serpent, véritablement, il y a deux serpents. Il y a le serpent qui protège et il y a le serpent avec lequel il jouait et qui mord. Oui. Donc ce serpent qui protège renvoie véritablement au mythe fondateur de la société Pulaar, avec le serpent qui apportait la richesse et la paix, la sécurité dans l'environnement Peul. Mais l'autre serpent, j'ai tendance à l'assimiler avec celui de la Genèse. Souvenez-vous du mythe fondateur des religions révélées, le mythe d'Adam et Ève. Adam et Ève dans leur paradis. Adam et Ève dans leur quiétude, mais il y a un élément perturbateur. L'élément perturbateur, c'est le serpent. Ce même élément perturbateur qui est le serpent, nous le revoyons dans l'œuvre de Camara Laye. Mais le serpent, qu'est-ce qu'il symbolise? Parce qu'il y a l'Afrique, il y a la pureté. Donc il y a cette réminiscence, Camara Laye est en Europe. Il revoit sa société africaine quand il était enfant. Maintenant, qu'est-ce qui a bouleversé la société africaine de Camara Laye quand il était enfant? C'est véritablement la colonisation. Donc la colonisation revêt ce vêtement de serpent, d'éléments perturbateurs. Donc on peut dire qu'il a utilisé le serpent comme motif pour dire que... Pour nommer indirectement le blanc? Ou bien pour dire que l'Afrique a subi vraiment... l'Afrique a eu un élément perturbateur qui est vraiment la colonisation. Lui, ce qu'il veut dire, il le dit de manière simple, qu'il y a des serpents qui n'étaient pas là pour de l'utilité et qu'on tuait et qui servaient de nourriture. Et qu'il y avait un serpent noir éclatant qui était là, qui était le sauveur de la famille, qui permettait aux forgerons d'avoir plus de clients, d'avoir plus de notoriété dans la famille. Mais ce que je comprends, c'est qu'il y a une comparaison entre le serpent qui était à la Genèse et le serpent qui est ici. Alors que nous sommes dans une société africaine, un village de surcroît, où il y a nécessairement des serpents qui cohabitent avec les populations. Donc ce n'est pas rare d'en voir plusieurs. Que je ne comprends pas votre réflexion. C'est-à-dire, nous sommes dans un village. Véritablement, il y a des serpents. Donc, souci de réalité, aspect de réalisme. Dans un village, il y a des serpents. Mais une œuvre de littérature dit toujours plus qu'elle n'en dit. C'est-à-dire qu'il y a toujours des aspects, des symboles qui reflètent quelque part une vision, peut-être psychique ou psychanalytique de l'auteur. Mais dans le cas où ce roman est une autobiographie, est-ce que vraiment il y a des choses qu'il essaye de dire à travers des mythes, les serpents par exemple? Bien sûr, le premier serpent, le mythe du premier serpent, c'est un serpent protecteur. Camara Laye est né en Guinée. Nous savons tous que la Guinée est majoritairement une société Peul. Donc, j'ai parlé tantôt de la mythologie fondatrice de la société Peul, qui est protecteur, qui apporte la quiétude, donc qui est une sorte de mystique. Donc, il y a le culte du mystique, de la mystification. Donc, il va falloir déchiffrer. Dès lors qu'il y a mystification, pour comprendre, il faut déchiffrer. Maintenant, dès lors qu'il y a mystification du premier serpent avec un souci de réalisme, il va y avoir mystification du second serpent. Ce serpent-là qui véritablement représente un danger. Ça, ce sont ces mots. C'est un danger. Pour appuyer un peu ce que Mohamed a dit en disant que le serpent, c'est-à-dire le serpent qui n'était pas protecteur, et l'autre serpent représentait l'élément perturbateur, c'est-à-dire la colonisation, il y a un de ces passages, c'est... J'allais passer le long moment dans la contemplation de la voie ferrée. Les rails luisaient cruellement dans une lumière dès l'aube.
le basalte de pierre rouge était brûlant. Il l'était au point que l'huile tombée des locomotives était aussitôt bue et qu'il n'en demeurait seulement pas trace. Est-ce cette chaleur de four ou est-ce l'huile, l'odeur d'huile qui malgré tout subsistait, qui attirait les serpents? Ou bien, je ne sais pas. Le fait que souvent je surprenais des serpents à ramper sur ce basalte cuit et recuit par le soleil, il lui arrivait fatalement que les serpents pénétraient dans la concession. Dans ce passage, il évoque la voie ferrée. Ça, ce n'est carrément pas l'Afrique. Ce voie ferrée, il sous-entend un peu que c'est lui qui a mené les serpents. Vous comprenez? Dès lors que c'est le train, l'Occident qui amène le serpent. Donc, c'est eux. Je ne peux pas être radical. Le train est un moyen de locomotion. Quelque chose qui amène, qui déplace la population. Maintenant, quand cette chose-là déplace et attire une certaine population, une autre population qu'il ne veut pas directement nommer. Parce que la critique qui a été faite à Camara Laye est celle-là de ne pas attaquer le blanc. Oui, c'est-à-dire qu'il a été un peu passif. Passif ou stylistique. C'est-à-dire c'est un choix délibéré de Camara Laye de ne pas parler de la colonisation, oui, d'ignorer véritablement le caractère occidental de l'Afrique de l'époque. Parce que lorsqu'il fait son autobiographie, c'est-à-dire qu'il s'écrit soi-même, autobiographie, autos, bios, graphos, s'écrire. Et la première personne du singulier représente tout le concret de l'homme. Ça, c'est un fait. Maintenant, dès lors que ce concret de l'homme revient à la société initiale, c'est-à-dire à la pureté de l'Afrique, cette Afrique-là qui ne fut pas industrialisée, cette Afrique-là qui ne fut pas véritablement dépouillée de toute sa culture, de toutes ses valeurs par la colonisation, il le présente sous une forme éclatante, mais à côté de l'Afrique, il y a une menace. Tout le temps, depuis la tradition biblique, le serpent représente une menace. C'est une tradition. Maintenant, cette menace-là, c'est le fait d'un danger qui guette la population africaine. Le danger, c'est l'acculturation. C'est la perte des valeurs. Êtes-vous d'accord avec l'interprétation de Mohamed? Oui, alors lui, il a donné une analyse vraiment exceptionnelle. Vraiment exceptionnelle. Mais je pense qu'il est allé plus que l'auteur n'a eu à penser. Parce que, à mon avis, à mon humble avis, le serpent ici représente le sauveur. Les autres serpents dont il est en train de parler, ils sont que des simples serpents qui n'ont pas d'utilité pour la maison. Donc, il n'y a pas de problème pour les tuer et les mettre dans la marmite pour le repas. Maintenant, ce que je voulais dire, nous, par exemple, nous pouvons avoir chez nous un lézard qui nous protège, qui est le mythe. Mais s'il y a d'autres lézards, par exemple, qui passent, on n'a pas vraiment besoin d'eux, on les tue. Donc vraiment, je pense qu'il est allé au-delà de la réflexion même de l'auteur en fait.